Aujourd'hui, à d'atelier en atelier, on rencontre une tisserande des temps modernes, un ébéniste à qui le quartier Saint-Jean-Baptiste doit beaucoup de son lustre, une souffleur de verre accro à son travail et une ébéniste qui fabrique des urnes funéraires personnalisées. Toujours à l'affût de nouvelles techniques de tissage, Valérie Bédard est une véritable passeuse d'un savoir en voie d'extinction. Ses produits utilitaires contemporains intègrent toutes sortes de fibres savamment entrelacées. Elle a emménagé récemment dans une maison à Deschambault où elle peut accueillir tous ses métiers à tisser. Quand j'étais jeune, j'étais consciente que mes grands-mères étaient dans les fermières, puis ils nous donnaient, partageaient toutes les choses qu'elles faisaient. J'étais émerveillée par ça, fait que c'est sûr que ça m'habite depuis que je suis toute petite. À l'Anse-Saint-Jean, j'avais une amie qui avait un gros métier traditionnel dans son sous-sol, puis là, elle m'a dit « Viens voir ça ». Puis je l'ai essayé, puis ça a été là, instantané, le déclic. J'ai fait « Ah, faut que j'apprenne ça, je veux un métier où qu'on enseigne ça ». Puis ça a été comme une découverte vraiment importante. Moi, j'aime dire que je suis tisserande. Je trouve que c'est un métier qui mérite d'être en vie aujourd'hui en 2017, puis qui est magnifique. Mais il y a un côté de moi qui sera toujours artiste, puis touche à tout. Ouais. J'utilise les techniques du tissage ancestral, mais aussi contemporaine pour fabriquer des nouveaux textiles. Puis je suis aussi assez chercheur à mes heures là, pour mettre la main sur des belles techniques à exploiter. Ce qui m'intéresse vraiment beaucoup en tissage, c'est tout le potentiel des techniques ou des effets visuels qu'on peut créer avec les fibres. C'est souvent l'objet va être un prétexte des fois à appliquer une belle technique que j'apprécie ou que j'ai découverte puis qui m'intéresse. L'approche du savri, c'est vraiment de placer des fils instinctivement, spontanément, d'exprimer une émotion puis de suivre un peu le cheminement qui se place au fur et à mesure. Il n'y a rien de prévu, puis il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de bon coup. On ne cherche pas à faire quelque chose de beau, bien que ça soit toujours un peu en arrière-plan. Puis on tisse surtout pour se détendre, puis faire un peu de ménage ou faire sortir des nouvelles idées, puis mettre en place des nouvelles solutions. Je m'intéresse beaucoup à l'art de vivre, à la méditation, par exemple, avec les coussins de méditation que je fabrique, qui sont des espèces de formes remplies d'écales de sarrasin. Donc, à ce moment-là, je dois vraiment faire un bon arrimage entre les matériaux, la technique de tissage, puis l'objet pour qu'il y ait une qualité, une durabilité, puis que l'objet soit très pérenne pour la personne qui va l'acquérir. On a maintenant sur le marché des qualités de fibres puis très durables, très belles, et des nouvelles fibres aussi, des choses qu'on n'aurait peut-être pas trouvées justement il y a 50 ans. J'ai tissé une lampe qui est en fibre de papier lyocell. C'est un papier de lin. L'industrie nous permet d'avoir des fibres composées différemment. Le lyocell, c'est une fibre très écologique, c'est une alternative au bambou qui est très beau aussi et doux comme fibre. C'est fait à partir de la pâte de papier, donc on essaie d'imiter le processus de transformation d'un verre à soie, mais on le fait de façon artificielle dans des usines, mais de façon écologique aussi.
En tissage, il faut faire un bon plan d'avance, puis il y a beaucoup de choses à préparer. Il y a la longueur de la chaîne, le montage, les fibres, leur distance, tout ça. Puis le dessin, le patron doit être préparé. On fait appel à un métier qui a certaines mécaniques qui sont automatisées, comme la levée des cadres ou la sélection des bons cadres pour faire un motif compliqué. Mais tout le reste, c'est vraiment manuel. On va ourdir les fils un à un, on va les placer sur le rouleau manuellement. On va enfiler chaque fil dans les aiguilles, aussi dans le peigne, puis attacher tout ça. Puis le tissage, le lançage de la navette, ça aussi, c'est manuel là, à 100 %. Les métiers que j'utilise sont assistés par un ordinateur, ce qui me permet de tisser des motifs complexes que je ne pourrais pas avoir 20 cadres qui lèvent ou sélectionner avec mes pieds 20 cadres différents. Fait que c'est ça. On a le support de l'ordinateur, mais ça reste un métier traditionnel vraiment à 100 % d'après moi. Le tissage à carte, c'est une technique qui nous permet de mettre une image ou un dessin sous forme de tissu. C'est un métier à tisser qui est articulé un fil à la fois. Donc, je contrôle absolument chacun des fils, qu'est-ce qu'il fait. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça permet de faire des structures compliquées, puis des choses en relief, en double couche, mettre plusieurs couleurs une à côté de l'autre aussi. Plus c'est complexe, plus ça m'intéresse, puis plus j'ai de possibilités à mettre ensemble. C'est sûr que le tissage a toujours ses limites. C'est un plan cartésien. Il y a des fils de chaîne et des fils de trame. On ne peut pas faire des diagonales aisément et tout ça. Puis c'est justement ces contraintes-là, des fois, qui fait qu'on pousse, puis qu'on trouve des solutions, puis qu'on est satisfait après de la production parce qu'on a vraiment été un peu aux limites de ce qu'on pouvait. On n'a pas assez d'une vie pour tisser tout ce qui existe, puis toutes les possibilités que ça offre. Donc, je suis en recherche continue, puis j'essaie toujours d'alimenter, puis je m'ennuierais à faire toujours la même chose aussi. Là, je suis quelqu'un qui doit faire un projet, puis après ça, on passe à un autre projet, puis je me renouvelle tout le temps. Je n'ai jamais pu m'arrêter à une production continue. Le textile, c'est vraiment un porteur de messages. C'est le reflet de la civilisation. Si on regarde un textile égyptien, on reconnaît tout de suite les motifs, les figures, la texture. C'est vraiment comme un messager, puis ça traverse le temps. On peut dire qu'Yvan Thériault fait partie des meubles dans le quartier Saint-Jean-Baptiste et l'endroit lui doit beaucoup. En plus de fabriquer du mobilier sur mesure, il a restauré bon nombre d'édifices et récupéré in extremis toutes sortes de pièces d'époque comme des portes, fenêtres et quincailleries qui ornent aujourd'hui les maisons du coin. Mon premier contrat. Et mon Dieu Seigneur, je sais pas, je m'en rappelle pas. Premier contrat qui m'a fait flyer, partir là, tchouk. C'est une table de conférence. C'était pour un homme d'affaires, une grosse entreprise minière, des gens qu'on m'avait dit très conservateurs. J'ai fait des designs très conservateurs. J'en ai fait une que j'ai mis dans mon cahier, que j'avais dessinée en m'inspirant de mes goûts à moi. Elle est tellement belle, on dirait comme une grosse araignée. C'est celle-là qui m'a fait le plus flyer. Moi, quand je me définis plutôt comme un généraliste. Alors, parce qu'on peut travailler toutes sortes de matériaux. Puis, dans une maison, par exemple, on va faire tout ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur d'une maison. Nous, on est capable de travailler la pierre, le métal, les tissus, le cuir. La formation qu'on avait quand moi j'étais formé était très généraliste. Quand j'ai ouvert mon premier atelier d'ébénisterie,
Ici, dans le quartier, en 71, j'avais, sur la rue Sainte-Claire, j'avais un petit atelier de menuiserie. Puis avec une équipe de toutes sortes de gens dans le quartier ici, on restaurait les appartements des gens pauvres. On se promènerait tous les deux dans le quartier. Partout, c'est des portes, des fenêtres, des maisons entières que j'ai rénovées, les menuiseries extérieures ou intérieures, des corniches. Vous voyez, sur le mur, vous voyez plein de pièces de bois, là. C'est des pièces, des frises, des corbeaux qu'on a faites, là, qui sont dans le quartier. À la fin du 19e siècle, le quartier a brûlé au complet. Il y a juste une petite partie qu'on trouve encore des maisons qui sont plus vieilles que le 19e siècle. Alors, tout a été reconstruit. Même l'église Saint-Jean-Baptiste, ça date du fin du 19e. C'est sensiblement les mêmes ébénistes qu'il y avait dans les alentours qui ont construit sensiblement pareil. On prenait les mêmes dimensions de fenêtres, les mêmes dimensions de portes, à peu près les mêmes moulures de portes, les mêmes moulures de fenêtres. Nous, on fait des portes en s'inspirant des modèles déjà existants. La porte d'origine, une porte monumentale, elle fait 9 pieds de haut. Elle a toute travaillée, toute chantournée. Il faut la sculpter. On va sculpter des médaillons, on sculpte des insertions. On fait des pointes de diamant, tout ça, un peu comme on trouve dans le quartier. Ça, c'est un motif qu'on voit souvent dans le quartier, cette étoile-là avec l'étoile filante. Il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, c'est plus simple dans le bas. Puis là, il faut décider avec le client si on fait une courbe ici ou pas. Il va venir décider, on va lui montrer comme ça. Puis si on décide de faire une courbe, ben, il va falloir couper ça comme ça, puis faire venir les moulures à partir de là, comme ça. Un des gros avantages de notre métier, c'est que nous autres, on fait plaisir. Ce qu'on fait, là, les gens, ils viennent de se payer une gâterie, là. Puis on répare des affaires, on redonne vie à des choses qui, normalement, un menuisier traditionnel, ce qu'on appelle nos contemporains, là, eux autres, ils l'auraient jeté. Moi, j'ai été formé pour servir. C'est pour ça que je m'appelle le valet de cœur, d'ailleurs. Alors, je fais de l'ébénisterie, je fais de la création, évidemment. Ça, c'est le côté artiste. Mais le côté ébéniste, c'est servir. Je fais des meubles pour les autres, moi, là. Je fais pas des meubles pour moi, là. Moi, si j'avais à choisir, là, dans ma vie, là, je ferais que du neuf. Je fais de la restauration pour gagner ma vie. J'aime ça, beaucoup, 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 redonner vie à des vieux objets. Si j'avais pu, j'aurais fait que du neuf. Okay? C'est comme pas possible, ça coûte trop cher. C'est coûteux faire un meuble d'ébénisterie. C'est pas rentable pour nous autres faire un meuble en ébénisterie, c'est parce qu'on veut toujours aller plus loin, plus loin, plus loin. On n'est jamais content. Okay? Même la finition, tu es toujours en train de repolir, de repolir, de repolir. On a le nez dessus, hein? Et puis vous autres, vous passez à côté puis vous voyez rien des petits défauts qu'on a essayé de ne pas faire. Il y a tout près de 20 ans, Christina Mayer a réorienté sa carrière, attirée qu'elle était par la magie du soufflage de verre. Nouvellement installée dans son atelier de la côte de la Fabrique, elle et son partenaire ont créé un endroit où ils peuvent s'adonner à leur passion à longueur d'année. Ce qui m'a amenée au verre, c'était par accident. Je suis rentrée en voyage dans un petit atelier. C'était un atelier où les gens travaillaient devant le public, simplement, sans prétention. Et puis, tu avais le choix. Comme ici, tu regardes, t'aimes, t'aimes pas, tu peux t'asseoir puis regarder les souffleurs de verre pendant des heures. Et c'est ça que j'ai fait à ce moment-là. Ils m'ont sorti à la fin de la journée, ils ont fait « Bon, ben là, on ferme, là! » Je trouvais que c'était comme rentrer dans l'antre d'un magicien.
dans un atelier de verre soufflé, tu rentres, puis tu regardes, puis tu retrouves tes yeux d'enfant. Puis je pense que c'est ça qui m'a accrochée. Je suis souffleur de verre, artisan verrier. Je fais des objets soufflés, sculptés, en verre. Je travaille avec le feu, la lumière, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a quelqu'un qui m'a déjà fait une comparaison. Il a dit être souffleur de verre, c'est comme être un funambule, marcher sur une corde raide en composant un poème, en jouant une partie d'échecs. Alors, il y a une partie physique. C'est pas dur physiquement, mais c'est dur sur le métabolisme, la chaleur, tout ça. Il faut beaucoup de coordination. Il faut de la stratégie pour faire toutes tes étapes dans un ordre qui aboutit au résultat final. Et puis, évidemment, la partie de composer un poème, c'est de faire une création, avoir un aspect créativité. Le verre est extrêmement fort. Plus techniquement, c'est de la silice fondue. La matière comme telle a ça de particulier que quand il passe de l'état liquide à solide, il le fait graduellement. Alors cet espace-là entre le liquide et le solide, c'est là où l'être humain a une chance d'intervenir. Tu peux avoir entre 15 puis peut-être 1 minute et demie de temps avant que ça refroidisse. Alors perpétuellement, on se lève de notre banc de travail puis on va réchauffer la pièce parce qu'on veut continuer à la travailler. Le traitement des couleurs dépend beaucoup de la personnalité de l'artiste. Moi, j'ai tendance à me cantonner dans des mélanges de couleurs qui sont familiers. Jeff, lui, il va prendre 4 couleurs que je ne penserais jamais à mettre ensemble dans ma vie parce que je me dis ça va faire quelque chose d'absolument immonde, puis ça sort, puis c'est magnifique. La personnalité de l'artiste ressort dans la façon de travailler. Il y a beaucoup d'artistes qui font leurs pièces d'avance, qui la mettent sur papier d'avance. Moi, je suis essai-erreur. Jeff aussi, essai-erreur. Alors, notre dessin, nos prototypes, on les fait sur le vif dans l'atelier. Je pense que pour nous, c'est ce qui fonctionne le mieux parce que en élaborant la pièce, on élabore aussi la façon de la fabriquer. Et puis, on rencontre tout de suite les problèmes techniques, puis on peut les régler tout de suite. Fait que pour nous, ça marche. Puis souvent, on a des accidents en cours de route qui nous amènent à d'autres endroits. Contrairement à l'Europe, en Amérique du Nord, puis au Québec, on est les derniers arrivés sur la scène du verre en général et du verre d'art. Alors, on est arrivé un peu tard, puis je pense que ça travaille à notre avantage parce qu'on n'a pas tout le poids de cette tradition-là. Alors, ça nous permet de briser des tabous, de faire des choses qui seraient interdites ailleurs, qui seraient ridiculisées ailleurs. Puis des fois, c'est vrai que ça donne des résultats ridicules, mais des fois aussi, ça donne du jamais vu, de l'inédit, quelque chose d'absolument farfelu et spectaculaire. Le verre soufflé, c'est un médium qui coûte très cher. Pas juste les équipements, acquérir les équipements, mais les faire fonctionner. Alors, à quelque part, si tu veux être souffleur de verre, il faut soit que tu sois une personne extrêmement riche ou il faut que tu gagnes ta vie. Alors, nous, on a décidé qu'on voulait être artisan souffleur de verre. On se répète souvent qu'on gagne notre vie en faisant du verre soufflé, puis c'est le plus beau métier du monde, pour pouvoir passer notre vie à faire du verre soufflé. Alors, nos considérations financières sont entièrement axées sur le grand plaisir que le métier nous rapporte.
C'est en magasinant une urne funéraire pour son grand-père décédé que Geneviève Gaboury a eu l'idée de développer un produit qui correspondait plus à ses valeurs. Depuis qu'elle a trouvé son filon, elle s'y consacre en n'utilisant que du bois indigène, sa marque de commerce. Ma première création qui est partie d'une idée que tu développes, que tu changes, tu modifies, que tu mets en plan. Puis après ça, que tu réalises, tu as toutes tes pièces de bois. Puis là, que tu l'assembles pour la première fois et puis c'est exactement ce à quoi tu avais pensé, puis que tu avais imaginé, puis que ça sort de ton imaginaire. Ça, là, c'est vraiment un sentiment extraordinaire. La première fois que ça t'arrive, là, c'est renversant. Donc, j'ai vraiment été accrochée à partir de ce moment-là. Moi, je suis ébéniste. Je fais principalement du mobilier sur mesure pour une clientèle particulière, des fois du mobilier institutionnel aussi. Je fais des objets décoratifs, utilitaires et principalement des urnes funéraires. J'ai commencé à travailler dans un magasin d'antiquités, puis où on faisait de la restauration de vieux meubles, on faisait du rembourrage, recouvrement, des luminaires, des encadrements. Puis c'est vraiment là où j'ai eu la piqûre pour le travail manuel et l'ébénisterie. J'ai réalisé que le mobilier qui était bien fait, qui a duré pendant toutes ces générations-là, qui font partie de notre patrimoine, et que l'ébénisterie d'aujourd'hui pouvait participer au patrimoine de demain et que le mobilier bien fait aujourd'hui pouvait durer des années et des années. C'est un prototype de chaise ou de fauteuil. Là, j'ai les appuis-bras ici là, qui viendraient compléter la courbe. C'est encore en phase de prototypage. Je vais devoir ajouter 2 épaisseurs de contreplaqué. Puis, je voudrais faire une marqueterie dessus, là, mais avec des formes un peu plus organiques plutôt que géométriques. Ce qui m'a accroché beaucoup dans l'ébénisterie, c'est les bois exotiques, de toutes sortes de couleurs, de toutes sortes de veinages. C'est vraiment des essences de bois qui sont très attrayantes. J'ai réalisé qu'il y avait certaines essences dans mon inventaire qui sont en danger. J'ai décidé que j'allais utiliser des essences indigènes de l'Amérique du Nord, du Québec, du Canada, du nord des États-Unis. On a une assez belle variété dans nos propres essences, puis que ça vaut la peine de les mettre en valeur, puis aussi d'assurer que les travailleurs ils ont quand même une meilleure qualité de vie, puis on connaît quand même mieux les conditions dans lesquelles ce bois-là a été récolté. J'utilise le bois massif principalement, mais aussi des plaquages, parce que je trouve que la marqueterie, c'est une belle forme d'art. Bien là, je vais faire un assemblage de plaquages. Je vais coller les morceaux ensemble. Puis, dans le fond, c'est un peu comme composer une image, faire en sorte que ce soit harmonieux, équilibré, selon le grain du bois, les coloris, puis que ça fasse un mariage intéressant. C'est fait à partir d'essences de bois qui sont tranchées très, très minces, à peu près 1 mm d'épaisseur. On peut venir trancher au couteau ou bien découper à la scie à chantourner.
C'est comme une forme de casse-tête fait à partir de différentes essences de bois qu'on juxtapose les unes aux autres. Ça peut être une marqueterie figurative ou géométrique, ce que je favorise. J'aime beaucoup travailler avec l'érable parce que je fais de l'oxydation. Ça, c'est une technique de coloration que je fais souvent dans mes plaquages ou mon bois massif. Alors, au lieu de faire une teinture, par exemple, je vais oxyder mon bois. C'est vraiment une réaction qui est faite avec une acétate de fer. C'est du vinaigre puis de la ferraille. Quand j'applique cette solution-là sur mon bois ou que je fais des bains de trempage pour mes plaquages, il y a une couleur de gris bleuté, des fois violacé, qui surgit du bois. Alors, je n'ai pas de contrôle sur la couleur, c'est vraiment le bois qui se colore de lui-même. Puis moi, ça me fascine. J'ai commencé à faire des urnes funéraires, c'était vraiment par expérience personnelle. C'est ma famille qui m'a demandé de faire l'urne de mon grand-père. J'en avais jamais fait. Donc, j'ai fait des démarches, j'ai fait des recherches pour savoir exactement s'il y avait des critères à respecter, un volume à respecter aussi, s'il y avait certaines contraintes. Puis, je trouvais aussi qu'il y avait l'espace sur le marché pour une urne différente, naturelle, sobre, simple, élégante. Alors, j'ai commencé à en faire et puis j'espère en faire plusieurs encore. J'espère que vous avez apprécié comme nous ces visites d'atelier et pour en connaître davantage sur les artisans de votre région, n'hésitez pas à contacter le site Internet du Conseil des métiers d'art du Québec.